Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus ce matin pour le webcast Blockchain et RGPD en français ou GDPR en anglais. Ce matin, en fait, nous allons voir justement quels sont les critères à prendre en compte avant d'utiliser la technologie blockchain, notamment dans un contexte qui intègre la privatisation des données personnelles. Aujourd'hui, nous accueillons Armelle Riffet qui va justement nous parler et nous faire la lecture de la belle chronique. Bonjour, je suis donc Armelle Riffet, Sales Manager Manufacturing et j'ai le plaisir de démarrer aujourd'hui ce webcast qui est consacré à deux sujets de l'actualité IT, deux buzzwords, j'oserais dire, qui font la une des médias et qu'on n'associe pas toujours, la blockchain et la GDPR. Si vous m'écoutez en ce moment, c'est qu'au moins un de ces deux sujets vous intéresse et je parierais pour que ce soit plutôt la blockchain, car j'ai tendance à penser que la GDPR est un sujet qui est maintenant maîtrisé par les entreprises, au moins dans les grandes lignes. Ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, Armelle, mais est-ce que nous allons faire quelques rappels tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, nous expliquerons aussi la blockchain pour cette chronique, mais pour cette chronique d'introduction, nous voulions surtout faire un point sur la maturité des projets. Nous avions évoqué ce thème de la blockchain lors de notre dernier webcast en mai, que vous pouvez retrouver en replay, je le rappelle, et à l'époque, nous vous avions donné quelques exemples de projets bien avancés. Dans le domaine du voyage avec les smart contracts, dans l'industrie avec le suivi de la traçabilité des produits ou encore dans la santé pour sécuriser des données de patients. Aujourd'hui, le sujet de la blockchain est plus que jamais à l'ordre du jour, mais avec l'arrivée de la GDPR fin mai, les entreprises se posent des questions sur la protection des données personnelles. Et il est vrai que compte tenu du fonctionnement de la blockchain, des difficultés peuvent apparaître quant aux responsabilités de chacun ou à l'application du droit à l'oubli. Nous allons les évoquer en détail lors de ce webcast. Mais tout le monde n'est pas freiné par la GDPR. Les derniers exemples de blockchain montrent que les entreprises avancent sur le sujet et trouvent dans la blockchain une réponse innovante à des problèmes concrets. Toyota, par exemple, voit dans la blockchain une solution pour récupérer de manière sécurisée des données de véhicules autonomes pour calculer notamment les primes d'assurance, et l'entreprise a annoncé un partenariat avec le MIT Media Lab pour travailler sur ce projet. Dans le secteur bancaire, Mastercard a récemment déposé un brevet qui montre son intérêt pour la blockchain dans le cadre des paiements en temps réel. Autre sujet, la traçabilité. Nous vous avions parlé du diamant en mai dernier, mais c'est également dans le domaine des vins et spiritueux que la blockchain s'est développée pour contrer les problèmes de contrefaçon. Si vous avez des doutes sur vos bonnes bouteilles, je vous conseille d'aller sur le site winefraud.com. Vous pourrez même devenir membre pour la modique somme de 445 $ par an. Très intéressant. J'en connais qui se posent des questions justement sur les bonnes bouteilles. Eh bien, c'est sympa, ils peuvent aller vérifier sur le site. Bien sûr. Et pour vous convaincre de la capacité de la blockchain à gérer des données privées, j'évoquerai pour finir l'exemple de l'Estonie. Ce petit pays est connu pour son adoption rapide de nouvelles technologies et il a décidé d'utiliser la blockchain pour protéger les données des citoyens, stockées dans les SI du gouvernement depuis les données de justice jusqu'à l'identité numérique. Cette blockchain est utilisable par 180 pays et elle a été imaginée il y a 10 ans à la suite de cyberattaques dont a été victime l'Estonie. Armelle, ces exemples sont très intéressants et en fait cela donne des idées de projet même, mais comment se lancer concrètement? Alors pour répondre, le cabinet Forrester a récemment intervenu sur ce sujet de la blockchain et il conseille au DSI de mettre les mains dans le cambouis et de commencer petit en identifiant un processus qui pourrait être amélioré. Cela permet de bien comprendre comment fonctionnent les architectures blockchain et de monter en maturité avant d'attaquer des projets plus innovants. Et autre conseil du Forrester, un déploiement ne peut se faire qu'en étant sûr que le système va tenir la charge et que la blockchain s'intègre bien au système existant. Il évoque également les existences réglementaires parmi les points de vigilance. Eh bien, c'est justement de ces sujets que nous allons vous parler dans ce webcast. En effet, Armelle, et pour cela, nous avons invité Loïc Lefebvre, qui est architecte blockchain, et Jérôme Chagnoux, qui est manager avant-vente sur tous les sujets de la cybersécurité. Alors, avant de commencer, je vous propose de revoir un petit peu qu'est-ce que la technologie blockchain par une petite vidéo sympathique. Blockchain. A technology that remembers, keeping an unalterable record of every data exchange and transaction.
This is the dawn of high-trust computing. Business processes, view transactions in real time, and reduce costs. But beyond a handful of fintech startups, blockchain implementation remains rare. Why? Enterprise-grade blockchain capabilities to power innovation, both on-premises and in the cloud. Securely extend your business applications and processes, and accept Oracle Identity Management and Key Management Services. You can confidently control access and remain compliant. You get your choice of deployment models in the public cloud or through today. Donc Jérôme Chagnoux va reprendre la main justement pour nous parler et revoir avec nous qu'est-ce que c'est que la réglementation GDPR. Bonjour à tous, merci de votre écoute ce matin et merci de vous être connectés. Avant de parler de RGPD, je me permets de faire les mises en garde d'usage, notamment concernant ce règlement qui est un texte juridique. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des juristes et que nous ne pouvons pas prendre position sur le règlement. Par contre, on peut vous aider dans son interprétation et dans sa lecture. Et derrière, vous allez retravailler ces éléments avec vos services juridiques. J'y reviendrai tout au long de la présentation. Les objectifs du webcast, ils ont été bien présentés par Anna tout à l'heure. Je me permets de vous faire réapparaître tout de même ce petit lien qui vous permet de revoir le webcast précédent sur la blockchain. C'est toujours très intéressant. Et moi, je vais me concentrer là tout de suite à vous parler de RGPD et puis à faire ce lien entre RGPD, les services de blockchain et certainement le service de blockchain que peut vous proposer Oracle. Alors, quel est l'impact concret de la RGPD sur la blockchain ? On va mettre en évidence certains points de relation entre les deux et on va essayer d'étudier s'il existe un conflit potentiel entre la blockchain et la loi sur les données à caractère personnel. À la base, RGPD, il faut se le rappeler, c'est quand même quelque chose de très important pour vous comme pour moi. Ce règlement, il est là pour redonner à l'ensemble des citoyens européens un contrôle sur des données personnelles tout en imposant des règles strictes à ceux qui hébergent ces données et qui les traitent, qui font des traitements informatiques sur ces données, où qu'ils soient dans le monde. C'est un règlement transfrontalier qui va donc protéger vos données, mes données, d'un traitement informatique où qu'il se fasse. En outre, ce règlement va nous donner un certain nombre de droits complémentaires qu'on va pouvoir opposer à ces opérateurs, et notamment un fameux droit dont on entend parler assez souvent, c'est le droit à l'oubli, qu'on connaîtra plutôt sous les noms de droit à l'effaçabilité, de rendre les données effaçables, qui peuvent être des droits qui tout de suite commencent à titiller l'esprit d'un concepteur de blockchain,
parce que l'accessibilité des données, la transparence des données fait que toutes ces données vont se répartir et s'échanger sur le réseau, et qu'il va falloir donc certainement maîtriser cette effaçabilité, maîtriser le stockage, gérer toute la problématique de la chaîne de confiance, et donc d'être en mesure de pouvoir ou pas jouer sur l'immuabilité, le fait que les données soient immuables dans cette chaîne. Alors, je vais commencer très rapidement par vous reparler du règlement, mais je ne vais pas rentrer dans une lecture du règlement qui sera trop didactique. On va s'arrêter sur des points de contrôle, et à certains endroits, je vous encouragerai moi-même à aller voir le règlement ou à aller le lire. C'est un règlement qui est long, il y a un certain nombre de considérants, mais quand on a les bons pointeurs sur chacun des articles, c'est quelque chose à lire et sur lequel on peut s'attarder même sans avoir une connaissance juridique forte. Bon, en premier lieu, le règlement. Le règlement, c'est une nouvelle loi à l'échelle européenne. Vous avez deux façons de mettre des lois à l'échelle européenne. Vous avez des directives et des règlements. La directive nécessite que la loi européenne soit déclinée en loi nationale et qu'elle repasse devant les parlements nationaux. Et le règlement, lui, par contre, s'impose de fait à tous les États membres. Ce règlement remplace une directive de protection des données qui était vieille de plus de 15 ans et qui avait abouti à ce qu'il y ait différentes lois nationales un petit peu partout dans l'Europe, en particulier chez nous en France, avec la fameuse loi informatique et liberté, qui a été renforcée régulièrement avec le temps, mais qui ressemble plus vraiment à la loi qui était imposée chez nos amis belges, chez nos amis espagnols ou chez nos amis italiens. Donc ce règlement vient harmoniser tout ça et vient poser un certain nombre d'exigences légales pour ce qu'on va appeler les responsables de traitement, on appelle en anglais des contrôleurs, et les sous-traitants, on appellera des processeurs ou des data processeurs. Le responsable de traitement, c'est celui à qui, moi, vous, allons donner nos données personnelles pour qu'il fasse quelque chose. Par exemple, à une boutique en ligne, à qui je vais donner mon nom, mon prénom, mon adresse postale, et peut-être mon mail pour qu'il me livre un produit que je lui aurais commandé. Lui est le contrôleur, le responsable du traitement. Et son sous-traitant, c'est peut-être un opérateur logistique qui va venir jusqu'au pied de mon appartement pour me livrer le livre ou le CD que j'aurais acheté. Ce cadre global, donc ce règlement, pose aussi des choses nouvelles qui sont notamment des exigences pour un régime de sanctions. On parle beaucoup du RGPD parce que les sanctions sont très très fortes. Il faut avoir en tête que le règlement est un moyen pour l'Union européenne de faire respecter une loi à des entreprises qui ont des milliards de dollars de chiffre d'affaires, tels que les fameux GAFAM, donc qui peuvent traiter des données à longueur de temps et qui ne seraient pas inquiétés par une amende de 150 000 € de la CNIL. Donc là, on va le voir, on va parler plutôt d'un minimum de 20 millions d'euros, donc ce qui commence tout de suite à être représentatif. Dernier élément, ce règlement que je vous encourage à lire, donc vous avez le lien que vous pourrez retrouver facilement, a été mis en vigueur, donc mis en application le 25 mai 2018, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, tout système informatique qui traite d'une donnée personnelle devrait être en conformité avec le RGPD. Alors, la suggestion d'articles que je vous ai promis que vous devriez lire et sur lesquels on va revenir tout au long de ce webcast et dans ce slide, repassons sur certains d'entre eux. La territorialité, donc le champ d'application du règlement, c'est quelque chose qui va être très important, surtout quand on va considérer la blockchain qui va pouvoir s'étendre un petit peu partout dans le monde. On va avoir les principes relatifs globalement au traitement des données à caractère personnel. On va parler, et vous avez déjà tous entendu parler des principes de minimisation des données et de limitation de la conservation. La minimisation des données, ça veut dire que on ne va pas enregistrer toutes les données sur une personne juste histoire de voir que ça pourrait nous être utile dans 3 ans quand on fera une analyse. On va se contenter d'enregistrer les données qui sont nécessaires à l'opération que la personne concernée va commander. Et puis les limites de conservation, c'est que dans le temps, au bout du bout, il y a une fin. Et que si j'ai pas eu, ou si vous n'avez pas eu d'interaction avec l'opérateur, il va être obligé de vous oublier concrètement au bout d'un certain délai.
On reviendra sur les droits de la personne concernée. La personne concernée, c'est vous et c'est moi. Je redéfinirai ces éléments. Relisez également les éléments du chapitre 4 sur les responsabilités inhérentes aux responsables de traitement et aux sous-traitants, notamment des sujets tels que la sécurité, tels que les analyses d'impact, tels que les consultations qui sont nécessaires. Et puis, on repassera rapidement sur la notion de transfert de données des pays tiers ou des organisations internationales, ce qui, comme les champs d'application territoriale, est un élément important pour la blockchain. Alors, concrètement, les entreprises, qu'elles soient européennes et étrangères, elles vont prendre le RGPD très au sérieux. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans que beaucoup d'opérateurs vous rabâchent les concepts du RGPD, l'importance du RGPD, et puis tous les opérateurs, qu'il s'agisse des opérateurs de type avocat ou de type prestataire de services informatiques, voire vendeurs de logiciels comme nous pouvons l'être, viennent vous répéter systématiquement, mais il va y avoir une amende élevée, mon outil va pouvoir vous permettre d'accélérer, vous allez devoir notifier les failles dans les 72 heures, vous allez devoir communiquer toute violation de données aux personnes concernées. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, voire même trop souvent, et je pense qu'il faut qu'on passe au-delà. Passer au-delà, c'est peut-être déjà prendre en compte des choses telles que le fait que l'autorité de contrôle puisse, à un moment donné, en cas de violation, dire vous ne pouvez plus traiter des données personnelles. On n'imagine pas aujourd'hui un commerçant en ligne arrêter de traiter des données personnelles, c'est l'arrêt de son activité. On devrait également pouvoir prendre en compte des choses comme les droits d'introduire des réclamations. On a déjà lu, concernant des gros opérateurs de réseaux sociaux, que les associations de consommateurs, donc des gens qui se sont mis en groupement, cherchent à obtenir des informations complémentaires sur la façon dont sont traitées les données personnelles, et puis peut-être obtenir des réparations quant à des droits qui ne sont pas respectés. On pourrait parler du non-respect du droit à l'oubli, du non-respect des principes de consentement. Donc tous ces éléments sont des éléments pour lesquels aujourd'hui les entreprises prennent le RGPD très au sérieux. Pour autant, on doit tous garder à l'esprit, au-delà du fait que c'est compliqué, qu'il y a des objectifs qui sont quand même assez simples. L'objectif premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de protéger les droits et les libertés des ressortissants européens. Donc, a priori, toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui et toutes les personnes qui sont dans la salle chez Oracle ont des droits et il va falloir les faire respecter en augmentant le niveau de responsabilité des responsables de traitement des sous-traitants et en redonnant un plein contrôle sur ces données personnelles à chacun des individus. Bien sûr, ce règlement, il n'est pas là pour empêcher les entreprises européennes de faire leur travail, de participer à la libre circulation des données. Et ça n'est pas là non plus pour empêcher, via des surcouches successives ou des lois différentes, des opérateurs internationaux d'être en conformité avec la législation. Si on présentait autant de législation qu'il y a d'États dans l'Union européenne, pour sûr, une grande partie des opérateurs américains, chinois ou mondiaux ne seraient pas en conformité avec l'une de ces 29 réglementations. Alors, je vais faire un exercice dans cette présentation, c'est essayer de simplifier le plus possible le vocabulaire juridique que vous allez retrouver dans les différentes réglementations. Je vous rappelle, et je vous l'ai dit, la simplification, ça va pouvoir introduire dans certains cas des erreurs ou vous représenter un point de vue qui pourrait être le mien ou celui d'Oracle. Je vous rappelle qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un avis juridique quand vous allez rentrer sur une phase de conformité, où vous êtes engagé. Néanmoins, ces éléments vont vous permettre de comprendre. Alors, comprendre que la personne concernée, c'est tout individu dont les données personnelles sont traitées. Et notre petit schéma représente des individus de tout âge. Alors, on a tous nature à penser à nous-mêmes en tant qu'utilisateurs de l'informatique, mais a priori, nous sommes tous des salariés d'entreprise ou des personnes participant dans des associations, mais dans un cadre, on va dire, professionnel ou semi-professionnel. Il faut imaginer que des enfants ont des données personnelles, que des personnes, on va dire, avec plus de difficultés avec l'outil informatique ont des données personnelles et que ce sont toutes des personnes concernées. Je
reviendrai après sur la notion de données personnelles. Le responsable de traitement, c'est celui qui va déterminer les objectifs et les moyens de traitement de ces données personnelles. Donc, je fais partie d'une association de tennis. Le président de l'association de tennis est responsable du traitement de l'inscription de chacun des adhérents au club de tennis. En ce sens, il est responsable de traitement. Fort probablement, ça n'est pas lui qui traite, qui opère informatiquement la donnée personnelle. Il va confier ou déléguer une partie de la responsabilité à un sous-traitant qui pourrait être un fournisseur de services cloud, qui pourrait être quelqu'un qui va lui proposer un service pour la gestion des abonnements, pour l'envoi des cartes de membres ou ce genre de choses. Globalement, dans tous ces cas, le système informatique, il est rarement hébergé chez le responsable de traitement, il va être hébergé chez un sous-traitant. Alors ce que je dis là est plus valable pour de la petite entreprise, mais dans les grandes entreprises, on va s'apercevoir que une partie des données personnelles ont déjà été hébergées pour une raison X ou Y chez un tiers. Reprenons le cas du grand distributeur qui vend des produits en ligne. Fort probablement, tout son réseau logistique est sous-traité et le tiers dispose d'informations personnelles. Alors, données personnelles, on parle de quoi? À gauche, je vous ai mis la définition telle qu'elle est écrite dans le RGPD. À droite, j'ai donné quelques exemples. Une donnée personnelle, c'est une information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Et c'est quelque chose d'important au sens de la réglementation. Soit la personne, elle est nommée, c'est Jérôme, et on sait qui elle est, donc ce sont ses données personnelles. Soit elle est identifiable, on pourrait dire par exemple le manager avant-vente de l'offre cybersécurité en 2018. Et là, très rapidement, on pourrait me réidentifier. Je suis identifiable par ces éléments-là. Et donc, tout ce qui va me permettre de me rendre identifiable, c'est un nom, un numéro d'identification, une adresse, tout ce qui va être relativement à la personne. Alors maintenant, on en vient à la blockchain. Vous l'avez compris, j'ai parlé du responsable de traitement, j'ai parlé du sous-traitant. Dans la blockchain, les informations sont automatiquement répliquées sur toute la blockchain. Et ces informations peuvent être des données personnelles, et donc les données personnelles sont répliquées partout. En conséquence de quoi, chaque organisation, chaque responsable de nœud devient responsable de traitement au sens de règlement. Donc je parlerai globalement, il m'arrivera de parler de responsable de traitement, il m'arrivera de parler de nœud. Au sens d'une blockchain, c'est quelque chose qui va être considéré comme synonyme. Et donc on en vient à ces choses telles que le champ d'application territorial. Vous pourriez très bien imaginer avoir une blockchain avec des gens qui sont au Pérou, en Chine, en Tunisie, aux États-Unis, en Espagne et en Italie. Le règlement s'applique aux données personnelles qui sont effectuées pour toute personne de l'Union européenne, que ce soit sur le territoire de l'Union ou que le traitement ait lieu en dehors de l'Union européenne. Donc il y a vraiment toute une notion d'extraterritorialité, et donc le nœud qui se situerait au Pérou pour ma blockchain, pour la traçabilité du café péruvien par exemple, ce nœud-là doit être en conformité avec le RGPD. Et ça, c'est un élément qui commence à être très important pour la blockchain. Donc les nœuds peuvent être répartis en dehors de l'Union européenne ou dans l'Union européenne. Et les obligations qui vont porter sur ce schéma sur les nœuds A et B sont les mêmes que pour les nœuds C, D, E et F. Et tout le monde est responsable de traitement et tout le monde doit être en conformité avec le règlement. Maintenant, quand il s'agit de transfert de ces données, parce que chaque nœud va s'échanger l'information, les transferts de ces données sont fortement réglementés, mais ils sont possibles. On peut dire oui, c'est possible de transférer à des pays tiers, ou non, c'est impossible de transférer à des pays tiers. Et pour décider du oui ou du non, il y a un certain nombre de conditions qui sont imposées aux différents responsables de traitement ou aux responsables de traitement unique. Donc, il y a des conditions telles que les décisions d'adéquation, je vous encourage à lire l'article. Surtout, il y a des garanties appropriées que le responsable de traitement doit mettre en face du transfert de données. Il peut y avoir des règles d'entreprise et on peut même aller jusqu'à demander des dérogations. Donc, tout ça pour dire, le RGPD n'est pas contre le fait que la blockchain soit distribuée partout dans le monde. Les nœuds
Donc, le transfert de données des nœuds va être globalement autorisé au sein de l'Union européenne. Si par contre on se trouve sur une blockchain qui, dans un pays qui ne respecte pas le RGPD, là très clairement le nœud ne pourra pas être autorisé. C'est le cas du nœud C qu'on a rayé ici sur ce schéma. Il ne peut pas faire partie de la blockchain. Alors on en vient à une technologie de blockchain qui va permettre donc d'approuver l'enrôlement de chaque nœud, excusez-moi, donc de dire ce nœud-là, il va pouvoir faire partie de ma blockchain ou pas. Ce sont les blockchains de type permission sur lesquelles Loïc va certainement revenir. Les autres blockchains, les autres technologies de blockchain ne peuvent pas aider à être en conformité avec le règlement. Alors, en termes d'obligations, on a donc une blockchain qui va être dite permissioned. Tous les nœuds partagent les mêmes informations qui incluent des données personnelles et tous les nœuds sont dans des localisations appropriées. Donc, quelles obligations incombent concrètement aux nœuds, à savoir les responsables de traitement? Il va y avoir des choses telles que la sécurité du traitement, donc la protection de la donnée personnelle et éviter qu'elle soit perdue. Et il va y avoir des choses en particulier telles que le droit à l'effacement et le droit à l'oubli. La sécurité du traitement, c'est mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes. La technologie de blockchain correspond parfaitement à tous ces critères et présente toutes ces qualités. C'est d'ailleurs, si on y regarde bien, une architecture qui présente les meilleures capacités pour faire ça, bien meilleures que les solutions informatiques dites traditionnelles. Pour le droit à l'oubli, c'est plus compliqué. La personne concernée doit pouvoir être oubliée, doit pouvoir être effacée dans les systèmes. C'est la difficulté que présente la technologie de blockchain et qui nous amène donc au point principal de notre webcast, c'est-à-dire de savoir comment on va pouvoir traiter ce sujet du droit à l'oubli. Alors, je crois que nous avons un petit sondage qui va se lancer. Anna, peut-être si tu peux... Merci. Oui, merci Jérôme. Donc en effet, je vous propose une petite question de comment la RGPD impacte les nouveaux projets informatiques. A. Très peu. Ce n'est qu'une question juridique. B. C'est un risque à courir car c'est un vrai frein à l'innovation. C. Le Security by Design impose un travail de conception de la sécurité avec les métiers. À vos réponses. Alors, on va voir les résultats. En effet, à 100%, la sécurité by design impose un travail de conception de la sécurité avec les métiers. Alors, est-ce que vous avez bien tous le résultat du pool? Et en attendant, je vais donner la parole à Loïc Lefebvre, qui est architecte et champion justement sur le sujet de la technologie blockchain. Bonjour Loïc. Bonjour Anna, merci à tous d'avoir rejoint. Donc j'ai accès là où ça va commencer à devenir un peu intéressant parce qu'on va vraiment rentrer de plein pied dans ces enjeux voilà, comment associer en fait ce RGPD et toutes les règles associées, notamment le droit à l'oubli qu'a rappelé Jérôme à l'instant. Et puis l'associer avec cette nouvelle technologie, en fait, en tout cas celle qu'on commence enfin à voir apparaître dans le monde des entreprises, avec les capacités qui semblent un peu orthogonales au droit à l'oubli notamment. Donc les choses bougent et c'est plutôt une bonne nouvelle. Début octobre, on a eu enfin un ensemble de listes de recommandations que le Parlement européen en fait ont commencé à divulguer et qui sont particulièrement intéressantes parce qu'en fait ça
ça donne une trajectoire en fait sur l'exploitation de cette technologie au sein de l'Union européenne. Voilà, vous avez un lien en bas du slide en rouge. Quelques recommandations qui sont particulièrement intéressantes, par exemple, c'est commencer à introduire des cours de blockchain, des cursus au sein des universités, ou encore commencer à évaluer, par exemple, la blockchain pour un système de vote global au niveau européen. Voilà, je ne vais pas en citer plus, mais donc enfin on commence à avoir des recommandations. On n'a pas encore des lois, attention, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui commence et qui est plutôt bien. Si on rappelle finalement la blockchain et les 4 points principaux, je dirais, à retenir autour de qu'offre cette technologie, on a bien sûr donc le partage des données grâce à ce registre distribué et donc du coup une certaine transparence qu'on peut obtenir grâce à cela. La capacité, je dirais peut-être la plus en avant dans tous les cas d'usage qu'on voit aujourd'hui, c'est ces capacités à justement rendre les données et les transactions qu'on y insère immuables. Également, on a une grande... on a la chance aussi, grâce à cette technologie, de ne pas pouvoir remettre en cause les transactions que tout participant aurait pu réaliser au sein d'un réseau basé sur de la blockchain. Et enfin, c'est tout ce qui est confidentialité et des enregistrements et des transactions métiers qu'on va pouvoir retrouver grâce aux capacités de blockchain et pour le coup plutôt privé ou je dirais plutôt permission. Donc on va voir ce que ça veut dire derrière. Donc permission public, vous avez entendu parler du Bitcoin qui se retrouve plutôt sur la catégorie de blockchain de droite, et permission, ou plutôt en français traduit sous soumise, enfin la participation au réseau étant soumise à autorisation. En fait, c'est vraiment là que le différenciant va se faire par rapport notamment à la régulation européenne autour du RGPD. Clairement, quand on est face à une technologie de blockchain dite publique, on va avoir la notion de tout le monde peut participer finalement au réseau et aux transactions associées et voir notamment toutes les données. Donc au niveau de confidentialité, on n'est pas tout à fait aussi sécure que nécessaire, on va dire, en tout cas pour pas mal de cas d'usage dans le monde de l'entreprise. Et également, personne n'est audité sur ce qu'il fait au sein des blockchains publiques. Donc, en opposition à cela, je dirais les technologies plutôt basées sur les permission blockchain, on a vraiment déjà un premier niveau de sécurité, c'est que, en fait, tout participant, tout peer, va devoir être certifié et accepté, autorisé à participer aux transactions métiers. Et également, de ce fait, parce que chaque participant sera du coup connu, en fait, ils vont avoir une vraie responsabilité par rapport à toutes les actions entreprises sur les applications utilisant cette technologie. Donc voilà, permission, c'est vraiment le focus pour ce cas d'usage européen. Voilà. Donc maintenant, ce qu'offre Oracle par rapport à son service de blockchain, un service cloud donc, voilà la plateforme, voilà on va dire l'architecture vraiment haut niveau. Et donc ce qu'on y voit, c'est un ensemble de composants, à la fois donc on a identifié de deux couleurs, bleu et rouge, ou un dégradé. Et donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la partie bleue, on va voir tout à l'heure, mais s'appuie sur un framework de blockchain permission, open source qui plus est, on va en dire un peu plus tout à l'heure. Et ce qu'on va utiliser dans cette technologie, c'est notamment son aspect modulaire
Et donc, Oracle a remplacé, quand cela faisait sens, toutes les briques natives par ses propres briques. Donc, on va parler, par exemple, on a remplacé le data store clé-valeur par des technologies Oracle. On a incorporé également toute l'infrastructure de service et d'autres services de plateforme pour pouvoir, par exemple, assurer la gestion des certificats et des autorisations, mais également la gestion du consensus également, et donc ça, ce sont plutôt les couches basses. L'autre chose, c'est pouvoir avoir un niveau de gestion, de support en production digne de ce nom. Donc, on a rajouté une console d'administration, et en haut à gauche, on voit également qu'il y a un module assez intéressant sur en fait, l'exposition native de toutes les opérations des smart contracts sous forme d'API REST, et donc de ce fait de pouvoir rendre l'intégration avec soit des services Oracle SaaS ou PaaS, voire avec des applications également on-premise, facilement intégrables via ces API REST. Bien sûr, les SDK existants pourront être utilisés. Donc ça, c'est la plateforme, je dirais, de base, qu'on va pouvoir déployer à la fois dans le cloud public et sous un autre modèle dit Cloud at Customer, c'est-à-dire un morceau du Cloud Oracle dans les data centers de nos clients. Et ce qu'on va pouvoir voir tout de suite, c'est comment on va se servir de ça et d'un autre composant pour gérer finalement le droit à l'oubli. Donc, si on reprend l'architecture, en fait, en ajoutant une base de données sécurisée et chiffrée à cette architecture de la blockchain, on se retrouve dans la situation où on a un réseau de participants donc connus, soumis à autorisation et situé donc au sein de l'Union européenne. Voilà, rappelez-vous ce prérequis qui est particulièrement important dans notre webcast. Et donc ces participants peuvent utiliser le registre distribué et partagé qu'est la blockchain tout en étant libres de supprimer des informations personnelles sur demande. Cela nécessite donc que chaque application cliente et pour chaque organisation agissant comme responsable de traitement ou contrôleur, rappelez-vous la définition qu'a rappelé Jérôme, l'organisation qui possède les données et qui est sujette à la régulation. Donc chaque application cliente a pleinement conscience finalement des obligations demandées par le RGPD, et ainsi si une demande d'enregistrement de données survient, et comme ces données sont de type clé-valeur, alors ce que le client doit faire, en fait, c'est dans la même requête, de séparer correctement les données en deux ensembles. Le premier va contenir les données personnelles, et l'autre contenir, on va dire, les données non personnelles, ou qu'on va pouvoir appeler un événement ou un fait. Sur cette séparation réalisée, donc une fois que la proposition de transaction est soumise à la blockchain, les informations personnelles vont être enregistrées dans une base de données, voilà, qui va donc contenir une référence vers ces informations. Et cette référence est stockée dans la blockchain afin de garantir la consistance. Donc on a finalement une transaction qui va être séparée en deux, mais qui va être gardée consistante grâce à des liens forts, on va revenir là-dessus. Et on va voir donc derrière que ça va offrir une certaine souplesse finalement pour gérer le droit à l'oubli. Donc, typiquement, les valeurs associées aux informations personnelles, on va créer une valeur de hachage par rapport à cela, et cette valeur-là, on va l'associer finalement aux données qu'on va stocker au sein de la blockchain, afin de pouvoir, dans le futur, vérifier donc l'intégrité de ces informations personnelles. Vérifier qu'elles n'ont pas été modifiées, par exemple. Et finalement, la sécurité donc, sera garantie en chiffrant la base de données, non seulement, mais également en la protégeant, par exemple, des administrateurs. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, la récupération des données va regrouper les informations personnelles et les informations stockées dans la blockchain pour finalement ne former qu'un seul enregistrement ou une liste d'enregistrements selon le type de requête. Lors de la demande de suppression, donc
là, c'est là où commence à devenir très intéressant. Donc, c'est lorsqu'on va faire jouer le droit à l'oubli. Donc, on va faire la demande de suppression des informations personnelles. Et donc, les données vont être finalement correctement supprimées. Quand je dis supprimer, c'est effacer au sens données colonne. Donc, je mets des valeurs nulles ou je masque les données, que sais-je. Et donc le système va enregistrer l'événement. Donc ça, c'est particulièrement important parce qu'on va du coup avoir tout un cycle de vie associé aux enregistrements au travers de la gestion d'événements. Et ces événements, en fait, on va les stocker également dans la blockchain. Donc l'intégrité référentielle va être conservée, de manière à ce que si l'on demande à récupérer l'enregistrement et les informations personnelles supprimées, alors les deux parties de l'enregistrement seront correctement retournées, et on va le voir ça juste dans le slide suivant. Donc, lors de l'exécution d'une requête concernant des informations personnelles supprimées, on va avoir un marqueur qui va indiquer l'absence de ces informations personnelles. Ce marqueur va être stocké dans les événements associés à la vie de l'enregistrement, et c'est donc ce marqueur qui va être retourné pour indiquer que les enregistrements ont bien respecté le droit à l'oubli. L'intégrité, donc l'immuabilité de la blockchain est respectée, et les informations personnelles des clients, des organisations, sont bien protégées par le droit à l'oubli. Donc si on regarde au final ce que donne l'architecture, un aperçu, donc on augmente finalement la plateforme fournie de base, le service de blockchain Oracle, avec finalement une base de données sur laquelle on va pouvoir finalement supprimer ou en tout cas modifier des données, mais que sur sur les données personnelles. Encore une fois, donc hacher ces deux informations et stocker ce hachage dans le bloc, dans la blockchain, et également les événements associés au cycle de vie de l'enregistrement vont créer un ensemble cohérent, consistant, et finalement offrir les capacités à la fois de blockchain et à la fois respecter le droit à l'oubli. Si on regarde maintenant un peu plus finalement ce qu'offre Oracle dans le domaine de la blockchain, à savoir le focus qui va être vraiment orienté cette année, en tout cas en 2018, ça démarre vraiment, c'est finalement sur l'adoption de cette technologie au sein des entreprises. Pour ce faire, donc, non seulement, après pas mal d'études, on a pu remarquer que finalement l'aspect plateforme a été particulièrement important, plein de raisons, pour pouvoir réutiliser par exemple les best practices qu'on aurait identifiées sur l'ensemble d'autres services cloud, mais également pour pouvoir supporter, commencer à se concentrer sur les cas d'usage, pouvoir bénéficier des capacités natives de la plateforme en matière de sécurité ou de support de production par exemple. Donc voilà, l'aspect plateforme est hyper important pour pouvoir rapidement démarrer à utiliser et à bénéficier des capacités de la blockchain. Donc la stratégie Oracle dans ce cadre, c'est donc la fourniture d'une plateforme, également être finalement multi-industrie, on ne va pas se cantonner juste à la finance par exemple. Également de pouvoir rapidement monter en production, c'est-à-dire le fait que ce soit un service dit PaaS, plateforme as a service, il y a tout un tas de tâches qu'on ne va pas avoir à faire au niveau de l'intégration des composants. Également, ce sujet d'intégration, il y a des enjeux majeurs par rapport à finalement à tout l'écosystème de nos clients qui est ultra riche. Et aujourd'hui, très peu d'applications, soit développées maison, soit des logiciels, sont, je dirais, compatibles nativement avec une technologie de blockchain. C'est pour ça que, par exemple, nos applications SaaS, de plus en plus, en tout cas, il va y avoir pas mal d'annonces à Open World fin du mois, vont fournir des connecteurs ou alors être natifs blockchain. Et enfin, c'est également un des points importants, c'est de s'appuyer sur une technologie open source, donc qui est Hyperledger Fabric,
et participer finalement au consortium, enfin, la fondation Linux et au projet Hyperledger Fabric en particulier, par exemple. Donc vraiment accompagner, être au bord de ce projet et puis donner une vraie direction vers des cas d'usage d'entreprise. Donc, cet été, c'était le 16 juillet, on a annoncé la sortie du service blockchain Oracle, dont on a vu un peu l'architecture auparavant, et qui se focalise vraiment sur les capacités qu'on vient juste enfin, qui collent finalement à la stratégie Oracle. Hyperledger, c'est vraiment c'est une technologie qui a été choisie après 2 ans d'études côté Oracle Labs. Donc on a utilisé tout un tas de frameworks, les capacités, et donc la tendance du marché aujourd'hui, et qui est confirmée finalement, parce qu'il y a également eu des annonces de rapprochement dernièrement, par exemple de Ethereum et Hyperledger. Et donc, pour répondre aux enjeux de l'entreprise, et en plus de ça, éventuellement par rapport à des régulations très fortes comme le RGPD, Hyperledger fait vraiment du sens, de par ses capacités, je dirais, soumises à autorisation pour les participants notamment, mais également toute la gestion des smart contracts, les capacités à scaler en termes de transactions métiers par seconde, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment c'est ce partenariat qui aujourd'hui finalement transpire par rapport à notre service de blockchain. Sur la sécurité, on a fait énormément de choses également. Donc la sécurité, la confidentialité. Donc on a parlé tout à l'heure de l'intégration d'Identity Cloud Service pour gérer et les participants et les certificats et les autorisations très fines. Également, le chiffrement est natif à tous les niveaux côté Oracle, y compris sur les backups de la World State Database ou de la blockchain en tant que telle. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a misé dès le premier jour de la sortie du service. On est chiffré de partout et tout est géré par des certificats et c'est automatisé. C'est beaucoup plus simple à faire que de partir de base sur Hyperledger et de gérer les certificats, je dirais, à la main. Donc, ce qu'apporte Hyperledger, c'est en noir. Ce qu'apporte Oracle, c'est tout ce qui est en couleur. Sur à la fois, donc on a très peu parlé, c'était pas trop le sujet, mais sur la performance, sur la scalabilité, sur la résilience également. Comment rendre un système distribué résilient, c'est quelque chose qui est particulièrement important, surtout si le business commence à être vraiment axé sur ces technologies-là. Le support, et puis l'intégration, donc qui est particulièrement important aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important que notre service est compatible avec Hyperledger. Donc si vous aviez une application, une blockchain existante basée sur Hyperledger Fabric, vous pouvez participer à un réseau basé sur le service de blockchain Oracle. Donc, en conclusion, si vous voulez commencer à vous servir du service cloud, il y a Anna qui me fait signe qu'il y a un sondage. Merci Loïc. Donc, je vous propose justement de répondre à la question: quelles sont les caractéristiques de l'offre Oracle Blockchain Cloud Service? A. Elle utilise Hyperledger Fabric Framework. B. C'est une blockchain privée. C. C'est une solution managée et hautement sécurisée. D. C'est une solution spécialisée pour les grandes et les petites entreprises. E. Toutes ces réponses. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à ces questions. Et vous avez tous répondu 100%. La réponse E, toutes ces réponses. Donc Loïc, merci. Tu as très bien expliqué. Tout le monde a bien compris les caractéristiques de l'offre Oracle. Donc les étapes prochaines, je te laisse. Oui, Oracle vous offre la possibilité de tester gratuitement des solutions uniques et innovantes telles que les bases de données Oracle, la cybersécurité, l'IoT et la blockchain sur notre cloud.
Et donc, vous pouvez profiter jusqu'à 3500 heures offertes pour découvrir l'ensemble des services qui couvrent, qui sont censés couvrir quasiment tous vos besoins. Après, si on a des nouveaux, on peut toujours se débrouiller pour rajouter, mais voilà. Que ce soit le développement d'applications, que ce soit des applications développées avec de l'open source, que ce soit le data management, tout ce qui est management IT également, l'intégration, la collaboration, l'analytics, la mobilité. Donc vous pouvez faire l'essai gratuitement et donc gagner du temps pour libérer par exemple vos projets avec ces services. Merci Loïc. Maintenant, je vous propose de poser des questions. Donc vous pouvez poser les questions sur le chat. Nous en avons déjà d'ailleurs. Et aussi des questions si vous voulez directement dans le micro. On vous écoute. Alors, on a une question de Monsieur Lecomte. Si les données perso sont cryptées, est-ce que la contrainte des nœuds répliqués en zone autorisée s'applique? Apparemment, Jérôme a déjà répondu. Est-ce que Jérôme, tu veux bien nous répondre? Oui, Anna, Alors, d'abord, je remercie Monsieur Lecomte pour la qualité de cette question, elle est très intéressante. J'ai pas de réponse oui ou non à lui fournir et on a rapidement échangé. Le fait que les données soient cryptées, c'est vraiment un mécanisme de sécurisation. Ça, pour moi, ça enlève pas l'existence de la donnée. Donc, à mon sens, j'aurais répondu que le RGPD s'impose également pour ce nœud. Alors c'est vrai, Monsieur Lecomte me disait, c'est vrai que si j'ai détruit la clé, les données elles deviennent définitivement illisibles. C'est vrai, c'est vrai. C'est un argument plus qu'implacable, mais dans ce cas-là, je ne sais pas ce qu'il en est du principe de traçabilité porté par la blockchain et le retour à la transaction originelle. Donc ça c'est une question qui mérite qu'on travaille, qu'on travaille très concrètement sur le sujet et qu'on revienne vers vous. Merci Jérôme. Je crois que nous avons une deuxième question pour Loïc. Donc c'est Monsieur Nicolas Brunois. Qu'apporte Oracle par rapport à la scalabilité? Vous avez parlé de votre technologie NoSQL. Oui, alors, merci Monsieur Brunois de poser cette question. Donc, effectivement, quand je parlais tout à l'heure de modularité du framework Hyperledger Fabric, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et donc, par défaut, on sait que Hyperledger Fabric vient avec un moteur embarqué qui s'appelle LevelDB et qu'on peut depuis peu aussi le remplacer par CouchDB. Donc, Oracle, depuis entre 15 et 20 ans, a racheté un autre moteur embarqué qui est distribué dans le monde entier, qui est BerkeleyDB, et donc c'est ce moteur qu'on a embarqué pour fournir beaucoup plus de scalabilité, du parallélisme, voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive finalement. Alors c'est pas trop mis en valeur, mais quand on regarde finalement ce que ça apporte d'un point de vue scalabilité, on est sur des choses très très intéressantes. Merci Loïc. Alors nous avons une question de Monsieur Gofti. Quels sont les tiers de confiance, l'ensemble des machines qui valident les blockchains? Et où sont hébergées les données? Donc ça, je vais le prendre. Alors, où sont hébergées les données? En fait, lorsqu'on déploie un service de blockchain Oracle, on va avoir derrière de l'infrastructure qui va être mise en œuvre, et cette infrastructure-là, même si donc elle peut être soit chez Oracle, côté cloud public, soit sur des systèmes dits cloud at customer, donc dans ce cas-là, dans les data centers des clients, ou encore sur vos propres machines. Ce qui va être important, c'est de voir que ces données vont être vraiment cantonnées soit à des data centers, soit à des infrastructures qu'on maîtrise et donc qu'on sait identifier dans quel pays elles vont se trouver. Donc c'est particulièrement important pour la régulation européenne, et typiquement ces données vont être chiffrées et chiffrées par les certificats qui sont fournis lorsqu'on va créer
lorsqu'on va déployer, provisionner le service de blockchain. Donc tout ça, c'est vraiment à la main des utilisateurs, de nos clients. Et même si on peut entrevoir que finalement Oracle fait partie de la picture, finalement, on n'a aucun moyen de voir ce qui se passe au sein des données qui sont sur ces infrastructures. J'espère que ça répond à votre question. Merci Loïc. Nous allons conclure le webcast de ce matin. Si vous souhaitez récupérer les supports et l'ensemble des supports et des présentations, vous aurez accès directement à un lien qui vous sera envoyé. Et pour ceux qui le souhaitent, vous aurez aussi l'opportunité, si vous n'avez pas tout pu assister à toute la session, voir le replay qui vous sera également envoyé à la suite de ce webcast de ce matin. En tout cas, on tient à vous remercier et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci.